Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Bram Stoker, 1847-1912. Aujourd'hui et demain, Une vie, une œuvre vous invite à plonger dans les replis de l'époque victorienne et les ombres de la littérature gothique. Et c'est Bram Stoker qui ouvre le bal des vampires. Partez donc en chasse sur la trace de cet Irlandais en apparence très puritain et qui enfanta néanmoins le plus célèbre des buveurs de sang, le comte Dracula. Bram Stoker dans l'ombre de Dracula, un documentaire de Céline Duchesnay et Marie-Ange Garando. Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Comte Dracula ? Je suis Dracula. Et je vous souhaite la bienvenue, monsieur Harker, dans ma résidence. Je vous prie. His name is Dracula. Dracula, did you say? Dracula. The sound is so intriguing. 3 syllables. Dracula. I am Dracula. Don't worry. Put out the lights and go to sleep. Over there in the shadow, see? It's nothing. I think it's nothing. But always remember, ladies and gentlemen, there are werewolves. There are vampires. Such things do exist. Bram Stoker, dans l'ombre de Dracula, un documentaire de Céline Duchesnay et Marie-Ange Garando. La vie de Bram Stoker est entourée d'une aura de mystère. Difficile de savoir qui était vraiment le père de Dracula. On a bien quelques éléments biographiques. Il est né dans une famille protestante irlandaise en 1847 et mort à Londres en 1912. Après des études à Trinity College, il est devenu fonctionnaire, comme son père, tout en se passionnant pour le théâtre. Un jour, sa route a croisé celle du grand acteur shakespearien John Irving. L'homme l'a convaincu de prendre la direction de son théâtre londonien, le Lyceum, qu'il a ainsi dirigé jusqu'à sa fermeture en 1902. Et l'on sait bien sûr que Dracula, son roman, est sorti en 1897. Ceci étant dit, lorsque l'on regarde sa vie de plus près, on est frappé par la grisaille du personnage. Bram Stoker apparaît comme un conservateur conformiste et austère, menant une vie bien rangée. Était-il pour autant l'auteur d'un unique chef-d'œuvre et de récits médiocres ? Un régisseur de théâtre surmené ? Un bourgeois victorien, farouche partisan de la censure ? Pas si sûr. Dans son roman Dracula, on perçoit un tout autre visage. La figure monstrueuse du vampire, l'érotisme des personnages et l'intrigue, agencée à la manière d'un montage surréaliste, laissent transparaître une âme bien plus trouble. Derrière le costume du conservateur conformiste se cache de toute évidence un autre être, passionné d'ésotérisme et d'horreur depuis sa plus tendre enfance. Un Bram Stoker que ce documentaire vous invite à découvrir. Alain Pozzioli et Jean Marini. Moi, je pense que Stoker, dans Dracula, a mis à la fois toutes ses frustrations personnelles et en même temps toutes les frustrations du siècle. Parce que c'est vrai que l'époque victorienne était une époque rigoriste, petite bourgeoise à l'excès, coincée, enfin, vraiment, ça devait pas être la joie de vivre à cette époque-là. Et je pense que ce qui explique peut-être le succès du livre, c'est que
tout se retrouve dedans. Alors les Donc frustrations... c'est un exutoire à plein de choses. Le roman de Le Dracula de Stoker était destiné à être un ouvrage édifiant. Et donc la trame du roman en tant que telle correspond au canon victorien, puisque Dracula incarne le mal, Van Helsing incarne le bien, et finalement Dracula est vaincu à la fin du roman. Cela dit, il y a dans le roman des passages extrêmement érotiques qui peuvent étonner de la part de quelqu'un qui justement était partisan de la censure. Ça prouve que quand on lit le roman entre les lignes, on s'aperçoit que c'est très audacieux. Et ça, c'est vraiment très très curieux. Et ça semble dire que l'auteur avait une vie intérieure assez différente de l'image qu'il voulait donner à ses proches et à sa famille. Les frustrations de Stoker, ce serait quoi ? La première qui me vient en tête, c'est évidemment la frustration sexuelle, parce qu'on sait que dès l'instant que Florence, sa femme, a eu son enfant, il paraîtrait qu'ils n'ont plus jamais couché ensemble. Donc Stoker était quand même un homme jeune à l'époque, il avait 32 ans, donc c'est vrai que c'est éprouvant. Et puis il y a aussi la frustration qui vient de son histoire avec Henry Irving. La star, c'était quand même Henry Irving, donc tous les honneurs étaient dévolus pour Henry Irving, et lui venait toujours en dernier. J'avais hâte que vous arriviez. Je me réjouis tellement de votre venue. Mon Dieu, comme votre cou est gracile et blanc. Votre gorge est si fine. Le 15 octobre 2009, Dacre Stoker, l'arrière-petit-neveu de Bram Stoker, a sorti Dracula l'immortel, la suite officielle. All of us in the family, his great-grandsons as well, who are still living to this day, all feel that Bram Stoker is a mystery man. He's really Pour toute la famille, ses arrière-petits-fils qui sont en vie aujourd'hui, ils ont l'impression que Bram Stoker, c'est un mystère. Il est connu que pour avoir écrit Dracula. Et je voulais dire au public qui était réellement Bram Stoker. He started his life as a boy lying in bed for 7 years, very sick. Il a passé les 7 premières années de sa vie en tant que petit garçon, alité et très malade. And then after he recovered from his illness, which et une fois qu'il s'était remis de sa maladie, il est allé à l'école, il a travaillé très très bien et il est devenu un étudiant excellent à l'université de Trinity à Dublin en Irlande. And after that to speed up, but his life then took a big turn of events when he had a Donc sa vie a pris un grand tournant quand il est entré à la fonction publique, quand en fait il voulait être acteur. Et Dacre pense qu'il y avait un grand conflit interne dans sa vie. And so as a result, when he was working as a theater manager for one of the greatest Shakespearean Donc par conséquent, quand il travaillait pour l'un des grands acteurs shakespeariens de l'époque, Henry Irving, tout était pour Irving, tout était fait pour Irving et rien pour Bram. So something had to give, and Bram Stoker give of himself. Donc il fallait qu'il y ait des conséquences et Bram, par rapport à sa relation avec Henry Irving, il fallait qu'il trouve une sortie, une échappatoire, ce qui était son écriture. Il a écrit 18 livres et nouvelles et c'était ça aussi le personnage de Bram. And so this is what I wanted people to know. And he's not a glamorous person, but he was a creative person, if a little bit troubled person. Donc une âme beaucoup plus trouble qu'il n'y paraît. Je crois qu'il y avait déjà des petits indices qui montraient qu'il n'était pas aussi conventionnel que ça. Par exemple, dans son enfance, c'était un enfant qui était passionné par la littérature fantastique et par la littérature d'horreur. Alors d'où lui vient ce goût ?
Alors, en fait, il a été très peu scolarisé dans son enfance puisqu'il était constamment malade. Et sa mère, lors de ses longs séjours à la maison, où il était alité, lui racontait des histoires absolument effrayantes qui le passionnaient. Elle lui a raconté des histoires d'épidémies de peste, etc. Et ça fascinait le jeune garçon et ça lui a donné le goût du fantastique, du rêve et de l'horreur aussi. Il portait les gants de peau blanche et du doigt. Il me montra les loups en me disant « Gardien, qu'est-ce qui excite ces loups, croyez-vous » Peut-être que c'est vous, je répondis, car vraiment, les manières de cet homme ne me plaisaient pas. Au lieu de se mettre en colère, comme je m'y attendais, il me sourit d'une façon bizarre, peut-être insolente, en découvrant de longues dents blanches, très pointues. « Ah non, fit-il, ces bêtes ne me trouveraient pas à leur goût. » Hello? He was bloodlet during this illness. Somebody could say, well, at that time, that was modern medicine. We had to get rid of the bad blood. Pendant sa maladie, on lui a fait de nombreuses saignées. À l'époque, c'était considéré comme une forme de médecine moderne. Il fallait se débarrasser du mauvais sang, Dracula en gaélique. Évidemment, aujourd'hui, on se dit que ce n'était pas nécessaire. On voit les choses différemment. Mais d'un autre côté, cet épisode apporte un autre regard sur Dracula et enrichit le livre et la vie de Bram Stoker, donc on connaît si peu de choses. D'un point de vue créatif, cette théorie, comme toutes celles qu'il y a sur mon arrière-grand-oncle, est amusante. Je trouve ça plutôt drôle. He did have a bit of an Irish temper, you know, the red-haired temper that sometimes we have. And one of the things his great-grandson told me that was passed down was it took a lot to make Bram Stoker mad. Il avait plutôt un caractère irlandais, vous savez, ce tempérament que nous, les roux, pouvons parfois avoir. Une des choses que son arrière-petit-fils m'a apprise, c'est qu'il fallait en faire beaucoup pour qu'il sorte de ses gants. Mais quand il s'énervait, il valait mieux se tenir à distance. Mais en même temps, c'était un vrai gentleman et un excellent danseur. Et même s'il avait du caractère, la légende veut qu'à Trinity College, quand il était jeune, les femmes adoraient danser avec Bram Stoker parce qu'il était tolérant. Il ne disait rien quand les filles lui marchaient sur les pieds. Il était très grand. C'était donc un homme bouillonnant, mais avec une grande tolérance pour celles qui lui marchaient sur les pieds. Philippe Chassaigne, Londres justement, Stoker y arrivera en 1878 à l'âge de 31 ans pour devenir régisseur du Lyceum Theatre. Et à quoi ressemblait exactement la capitale pendant cette période où il y a résidé ? Alors à ce moment-là, on peut dire, mais ne peut-on pas le dire encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas un Londres, mais plusieurs Londres. On connaît évidemment la distinction entre le West End et l'East End, donc le West End aristocratique, bourgeois, avec les lieux du pouvoir, Buckingham Palace, les maisons du Parlement, la Chambre des communes, la Chambre des lords, le Premier ministre qui réside au 10 Downing Street. Donc c'est vraiment là que l'on trouve les lieux du pouvoir, c'est certain. Plus à l'ouest, on a les grands quartiers aristocratiques de Mayfair, Belgravia qui encadrent Hyde Park. Et en raisonnant de façon un peu schématique, on peut dire que il y a une coupure, une sorte d'axe nord-sud, une coupure qui passe par la City, donc le cœur des affaires, où se situe la Banque d'Angleterre, la cathédrale Saint-Paul aussi, au lieu des cérémonies royales avec l'abbaye de Westminster. Et donc à l'est de cette City, qui est le cœur financier de la Grande-Bretagne, de l'Empire britannique, du monde en fait. Et donc à l'est de cette City, il y a donc l'East End. Et d'ailleurs, l'East End, le nom est transparent, c'est là où finit la ville à l'est. La ville, c'est la City, et ensuite l'East End, c'est donc une sorte d'immense faubourg, mais c'est plutôt un monde donc de
très petits artisans et surtout beaucoup de pauvres. Donc c'est un monde souterrain, un underworld, que décrit d'ailleurs en 1902 Jack London dans Le peuple des abîmes. Noël Dobbs, nous voici à l'extérieur du Lyceum Theatre et nous venons juste de passer devant une inscription où il y a marqué Stoker dessus, donc le nom de votre arrière-grand-père. My great-grandfather worked here for more than 20 years. Mon arrière-grand-père a travaillé ici pour plus de 25 années. Rentrons au Lyceum. It's a strange feeling for me to be here, where my great-grandfather worked for so many years. C'est un sentiment un peu bizarre pour moi d'être ici, où il a travaillé tellement d'années, mon arrière-grand-père. How do you feel? I feel strange. It's an unusual feeling. Je me sens un peu bizarre, c'est un sentiment un peu étrange. I'm no lover of Gothic literature, but I have profound admiration for my great-grandfather, who worked incredibly hard and wrote a book that is still famous through every country of the world. So it's going to be a little bit busy. If you just follow me up. We were trying to find the most convenient time, weren't we? I'll take you into the auditorium. We do, yes. That starts at... Noël Dobbs, nous voici dans l'auditorium du Lyceum Theatre. Donc, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous maintenant? I think it's very Victorian. It's terribly ornate. I can imagine Bram. Je pense que c'est un théâtre très victorien et c'est très très beau. Et je peux imaginer mon arrière-grand-père Bram sur la scène en train de parler au public. He was a very large man with a big red beard. C'était un homme très grand et avec une barbe rouge. Est-ce que dans votre famille, vous avez entendu parler d'anecdotes particulières autour de Bram Stoker et du Lyceum? I think one of the interesting stories is always about the beefsteak room. Je pense qu'une des histoires les plus intéressantes, c'est concernant les salles de beefsteak, où il y avait des dîners tous les soirs. Lorsque l'on parle de ces années au Lyceum, on parle aussi de dîner qui était organisé le soir avec les beefsteaks. Il y avait une société des beefsteaks, le Beefsteak Club. Alors ça, c'est une société un club qui date de la reine Anne, donc c'était quand même bien avant eux. Et c'était un petit club de pensée qui était donc dans le Lyceum. Et les gens s'y retrouvaient après le spectacle pour dîner. Donc tous les intellectuels anglais et même étrangers qui passaient en Angleterre étaient conviés à y participer. Et c'est un peu comme ça que Stoker a aussi eu des pistes pour quand il a commencé à travailler sur Dracula. Parce que par exemple, il y avait des universitaires qui passaient à Londres, il y avait des écrivains. Donc c'était un brassage comme ça de pensée et de personnalité qui faisait que Stoker était en contact avec tout ce qui se passait à l'époque. Et il mangeait de la viande saignante. And they ate bloody meat? Je suis sûr. Non, Dracula a les jeunes filles. Aime les jeunes filles oui. Et pas la viande rouge. Dracula aime les jeunes filles. Qu'est-ce que ça voulait dire être un homme ou une femme victorienne à l'époque de Bram Stoker? Je crois que pour les Victoriens, il y a la censure d'une part, mais d'autre part, il y a aussi une autocensure qui est profondément intégrée parce que la société britannique à l'époque victorienne, c'est une société qui est très marquée par le protestantisme. Alors, le protestantisme, c'est un singulier, il vaudrait mieux dire par toutes les formes de protestantisme, parce que, bon, vous le savez, il y a de nombreuses confessions, chapels, donc des chapelles, de nombreuses confessions dans le courant protestant, et la société victorienne, surtout la société victorienne médiane et finissante, la période donc où Bram Stoker est à Londres, c'est une société qui est marquée par un réveil religieux, un revival, un réveil religieux très vif de la part des évangéliques. En fait, le rigorisme moral que l'on prête aux Victoriens, c'est le rigorisme de ces évangéliques, qui sont en fait des puritains, nouvelle version, qui se rattachent au courant du puritanisme. Et donc, c'est très marqué dans, justement, le groupe social auquel appartient Bram Stoker, qui est la bonne bourgeoisie, les classes moyennes, qui sont un groupe social en pleine expansion à l'époque
victorienne est profondément imprégné de ce sentiment-là, de cet état d'esprit. C'est intéressant de remarquer que la devise de Stoker dit que tout ce qui est vrai est honorable. C'est d'ailleurs la manière dont Bram Stoker a vécu. C'était un homme honorable, honnête et droit. Et c'est d'ailleurs ce que nous, les Stokers, sommes aujourd'hui. Du moins parmi les Stokers que je connais et avec qui je suis en contact. Nous nous comportons tous de cette façon. Et donc cette autocensure fait qu'il y a des choses qui sont respectables et des choses qui ne le sont pas. Le clivage entre respectable et non respectable, respectable et non-respectable, c'est un clivage qui est fondamental pour comprendre la mentalité britannique. Mais c'est un clivage qui est profondément intégré. Dans la société victorienne, il y a ce qu'on appelle le double standard. Le double standard, c'est la conception que les femmes doivent avoir une conduite morale irréprochable. Et donc la femme qui commet le moindre faux pas, c'est une femme déchue, fallen woman, et littéralement, dans l'esprit, elle devient une prostituée. La femme qui fait le moindre faux pas, elle finira sur le trottoir et dans le ruisseau, littéralement. Et puis, pour les hommes, donc c'est le double niveau de moralité, pour les hommes, au contraire, il y a la tolérance, les hommes des classes moyennes et supérieures, tolérance, bien, d'une double vie. On a une vie conjugale, avec donc une épouse légitime, avec laquelle, d'ailleurs, on pratique une économie du sexe. Donc l'idée c'est de ne pas avoir trop de rapports sexuels parce que cela fatigue, cela peut épuiser la semence et donc entraîner une diminution de la qualité génétique de la descendance. Donc là, avec son épouse, une sexualité très maîtrisée et puis des à côté, lorsque l'on va slumming dans l'East End ou avoir une femme entretenue, une maîtresse, un kept woman, c'est le terme anglais, avoir une maîtresse que l'on va entretenir dans un appartement discret dans un quartier quand même qui n'est pas de trop mauvaise facture. Parmi les autres mystères entourant la vie de Bram Stoker, on a souvent évoqué son appartenance à une société ésotérique secrète nommée l'Aube dorée. Le grand problème, c'est de savoir si vraiment il a été membre de l'ordre de l'Aube dorée, la Golden Dawn, alors qu'on n'a absolument aucune preuve qu'il ait véritablement été membre de cette société ésotérique. Mais il avait quand même des amis qui fréquentaient ce genre de milieu. Il faut dire aussi qu'au XIXe siècle, l'intelligentsia s'adonnait volontiers à tout ce qui était spiritisme, magie, démonologie. C'était la grande mode, surtout en Angleterre, avec des mages extrêmement connus, des satanistes. Enfin, il y avait toute une mode sur le spiritisme, l'ésotérisme sous toutes ses formes, qui était peut-être une réaction d'ailleurs à l'égard de la société industrielle qui était assez terne, assez grise. Qu'est-ce qui se passait exactement dans ces sociétés secrètes ésotériques ? On faisait tourner les tables ? Alors on faisait tourner des tables, on évoquait les esprits et parfois même on allait jusqu'à pratiquer des messes noires, des choses qui étaient de nature à révolter les Victoriens. Et je pense qu'il fallait vraiment montrer patte blanche pour entrer dans ces cercles. Well, the strange thing is there's such a mystery about Bram. Nobody knows much about him. He didn't write much about his own thoughts. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de mystères autour de Bram Stoker. On ne sait pas grand-chose sur lui. Il n'a pas laissé d'écrits personnels. Tout ce qu'on sait de lui nous provient de bouche à l'oreille et ce n'est pas très fiable. Il a écrit des centaines de lettres en tant que régisseur de Lyceum Theatre pour trouver des mécènes, vendre des spectacles. Il a aussi géré la correspondance d'Irving. Il n'a pas passé beaucoup de temps à écrire pour lui-même. Il a écrit des lettres à Walt Whitman, William Gladstone, à Winston Churchill, mais on n'a jamais trouvé de pensées personnelles. C'était donc facile d'inventer nos propres histoires et nos théories sur Bram Stoker, comme celle sur Dracula. Pourquoi a-t-il écrit Dracula? Quelles étaient ses motivations? C'est ça qui est passionnant.
c'est que Bram Stoker est un mystère. Nous, les Stoker, nous avons un esprit très pratique et on aimerait bien découvrir la véritable histoire d'Oncle Bram. Mais il n'y a rien. Comme nous sommes peut-être un peu ennuyeux et que nous n'inventons pas d'histoire, nous laissons les autres le faire. On lui prête quand même une double vie. C'est le côté Jekyll et Hyde. C'est un thème d'ailleurs qui était très à la mode à l'époque. Stevenson a eu énormément de succès en montrant que l'homme avait une certaine dualité, qui avait une face solaire et une face lunaire qui étaient totalement différentes l'une de l'autre. Et je pense qu'il avait effectivement une double vie. D'ailleurs, Daniel Farson, qui est l'un de ses biographes et qui est le petit-neveu de Bram Stoker, a apporté un éclairage nouveau aussi sur cette fameuse double vie de Stoker. Oui, alors il est revenu en particulier sur ce fameux certificat de décès qui disait que Stoker était mort d'épuisement, ce qui donc confortait l'image du travailleur acharné. Il dit qu'en fait, le diagnostic du médecin, c'était l'ataxie locomotrice, qui est en général une forme de paralysie générale qui correspond au dernier stade de la syphilis. Donc Farson n'a pas hésité à sauter le pas et à dire que son grand-oncle était mort de la syphilis. Ce qui donne évidemment du personnage un éclairage assez étrange. Donc derrière l'apparence de respectabilité se cachait peut-être un tout autre Bram Stoker. Et je crois même qu'il précise qu'il aurait attrapé la syphilis dans un bordel parisien au cours d'un séjour qu'il aurait passé avec Oscar Wilde. Donc c'est une piste intéressante quand même. Mais il y a une logique dans tout ça quand même. Tous les victoriens qui avaient justement une apparence de respectabilité avaient une vie secrète. Je veux dire, les maisons closes, les maisons de rendez-vous pullulaient à Londres. À la limite, c'était un secret pour personne. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que tout le monde jouait le jeu, mais tout le monde vivait la même chose. La chauve-souris vampire des pampas tropicales doit consommer 10 fois son propre poids de sang frais chaque jour, ou ses globules sanguins meurent. Adorable vermine, non? Le sang et ses affections. Oui, telles que la syphilis, voilà ce qui nous intéresse. Leur nom même de maladie vénérienne, les maladies de Vénus, leur attribuent une origine divine. En fait, elles trouvèrent naissance dans tous les problèmes sexuels dont le règlement éthique constitue le fondement de la civilisation judéo-chrétienne. En fait, la civilisation et la syphilisation ont progressé de concert. Pour les hommes de la bonne société, aller se promener dans les taudis, to go slumming, c'était une occupation très courue. Et aller se promener dans les taudis, c'était aller s'y promener pour voir cette misère parfois, une détresse, une misère souvent crasse ou abjecte, mais en même temps pour profiter des plaisirs faciles, plaisirs sexuels, que l'on pouvait y rencontrer, puisque évidemment il y avait dans l'East End beaucoup de prostituées. Il y en avait aussi beaucoup dans le West End, mais dans l'East End il y avait beaucoup de prostituées et l'endroit offrait, dirais-je, l'avantage de la discrétion. On dit aussi que Bram Stoker aurait été très marqué par les meurtres de Jacques l'Éventreur qui ont eu lieu quand même une dizaine d'années plus tôt. Disons que les meurtres de Jacques l'Éventreur sont effectivement particulièrement brutaux. Alors ils sont plus l'exception que la règle. Heureusement d'ailleurs, toutes les prostituées britanniques ne finissaient pas, ou londoniennes ne finissaient pas sous les coups aussi brutaux de maniaques sanguinaires. Mais c'est vrai que cette affaire de Jacques l'Éventreur, qui dure quelques semaines, 2 mois tout au plus, dans l'automne de la terreur 1888, c'est une affaire qui traumatise terriblement les Londoniens et les Britanniques dans leur ensemble. Mais là encore aussi, qui les fascine beaucoup. Parce que le rapport des Victoriens à la violence, au sang, est quelque chose de très intéressant pour cette période victorienne tardive. Il y a un très grand succès des journaux policiers qui racontent avec des détails souvent très précis, anatomiques, les meurtres commis. On a des dessins, des photographies qui sont prises, qui elles sont
conservés par la police. Mais enfin, on a beaucoup de détails et les lecteurs se repaissent de cela. Bon, dans un de mes ouvrages, j'ai écrit que ces récits de crimes extrêmement violents, c'était finalement la seule forme de pornographie qui était autorisée ou qui était librement en vente dans la Grande-Bretagne victorienne. Et je l'écris parce que quand on regarde les illustrations de ces magazines, eh bien on voit qu'effectivement à ce moment-là, les victimes sont souvent représentées nues, etc. Vous savez qu'à l'époque victorienne, les dames cachaient leurs pieds sous quantité de jupons et de robes longues, etc. Et donc on montrait très peu les parties du corps. Et là, pour le voyeur qui ne veut pas se procurer la littérature vendue sous le manteau, eh bien il y a une occasion de poser son œil sur autre chose que des personnes entièrement habillées. Donc quand j'avais étudié cela, ça m'avait paru tout à fait intéressant. Bon, voilà. Et je pense que Bram Stoker, ayant évolué dans cette société, a dû être extrêmement marqué par tout ceci. Bien sûr, surtout que les crimes de Jack l'Éventreur ont marqué profondément par leur brutalité, par le sadisme dont ils font preuve, et surtout, ils sont arrêtés de façon inexpliquée. Donc on ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi ils ont été interrompus, mais par la suite, chaque fois qu'il y a eu des prostituées qui ont été victimes de meurtres d'une façon ou d'une autre, on craignait ou on évoquait un retour de Jack l'Éventreur. Bon, Bram Stoker était le gérant du théâtre Lyceum. C'est un théâtre qui est à la limite du West End et de la City, donc géographiquement pas très éloigné de l'East End non plus. C'était des choses, il n'était pas à l'autre extrémité de la capitale, même s'il avait été, on en a entendu parler, mais il était vraiment quand même assez près. Et donc il est incontestable que c'est quelque chose qui a certainement dû le marquer et il a participé, comme tous ses contemporains, de cette fascination pour ces meurtres atroces. Quelque part, il y a l'influence de cette affaire sur l'écriture de Dracula. C'est un petit peu le même mode opératoire, quoi. Une entité dont on ne sait rien, qui plane sur la ville, qui peut faire les crimes les plus épouvantables. C'est le creuset de toute l'histoire. Tu m'as appelé? Non. Non, pas vous. J'ai seulement prononcé le nom de Jonathan. C'est pareil. Maintenant, c'est pareil. Non, ne m'approchez pas. Je vais crier. Non, tu ne crieras pas. Plus maintenant. La première fois peut-être, mais c'est fini. Ferme les yeux. Oui, comme cela. Détends-toi. J'entends juste le bruit de ton cœur et je vois le petit soubresaut du sang qui coule dans la veine bleutée de ton cou. Jonathan. Je vois tes veines et tes artères qui font tressauter ta peau. Je vois ce sang qui circule encore en toi. Ce sang est le mien, Lucie. Non. Je le prends. Non. Je le prends. Non. 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 Désormais, tu appartiens à ce monde de fabuleux, des vampires. Alors, Jean Marigny, Dracula est donc un livre inclassable qui dépasse la littérature gothique, bien sûr, qui transcende l'époque victorienne et qui est considéré aussi par certains comme un chef-d'œuvre de la littérature érotique. Effectivement, quand on lit Dracula, il y a un certain nombre d'entorses à la bienséance victorienne. Oui, en particulier, il y a deux passages du roman qui sont extrêmement érotiques et on peut s'étonner même que la censure qui sévissait à l'époque ait laissé passer ces passages. C'est celui, d'une part, où Jonathan Harker, qui a débarqué au château Dracula, se trouve face à face avec trois jeunes femmes très peu vêtues qui sont les femmes ou les esclaves des contes vampires, et qui sont elles-mêmes vampires, bien sûr. Et on sent chez ce Victorien un désir tout à fait insoupçonné. Il les trouve très belles et il est prêt à succomber à la tentation. Et il est sauvé de justesse par le vampire qui châtie ces trois esclaves. Alors qu'on présente Jonathan comme un modèle de sujet britannique vertueux, eh bien, il y a quand même cette faiblesse. Et puis, il y a l'autre passage où Dracula lui-même initie Mina au vampirisme. Alors là, c'est une scène vraiment très érotique et très violente, où il se griffe la poitrine pour en faire jaillir le sang, et il contraint Mina à boire le sang, à même l'appeler. Hein. Et ça, c'est vraiment tout à fait extraordinaire à cette époque, hein, parce que
On s'étonne que les ligues de vertu n'aient pas protesté contre ce genre de représentation. Hein. Sans parler de Lucie, la première femme à être devenue vampire qui devient complètement nymphomane. Bien sûr, et vous avez pu voir que dans le film de Coppola a joué énormément là-dessus. Hein. L'actrice qui fait Lucie est tout à fait provocante. Hein. Donc Dracula serait la figure diabolique de l'Éros. Oui. Dracula induit un phénomène d'attraction-répulsion, hein. C'est-à-dire que c'est un personnage détestable, diabolique, maléfique, mais il y a une aura sexuelle autour de lui qui fait qu'il est en même temps... c'est une sorte d'anti-Don Juan, en quelque sorte, hein. Une sorte de Don Juan qui aurait mal tourné. Hein. Et comme Dracula attaque par morsure et par succion, on a pu dire aussi que la bouche du vampire jouait un rôle essentiel. On a pu d'ailleurs rapprocher le baiser du vampire de la fellation. Ah, tout à fait. Hein. Et puis les psychologues font aussi de la bouche de la femme vampire une image du vagin denté, hein, le fameux vagin denté dont on parle depuis Freud. Effectivement, tout passe par l'oralité. Hein. La sexualité des vampires passe exclusivement par l'oralité, et c'est donc une image très très forte. Si le sang de Dracula peut être associé au sperme, notamment dans la scène où il force Mina à boire de sa substance, le vampire possède une puissance sexuelle symbolisée par sa dentition. Symbole phallique à l'évidence, les dents de Dracula, longues et pointues, s'enfoncent inexorablement dans la chair tendre de ses victimes. Notons par ailleurs que les canines des vampires apparaissent dans le cinéma et ne sont jamais mentionnées de façon explicite dans le roman de Bram Stoker. Si la dent pénètre tel un pénis, la bouche avale comme un vagin, bel isomorphisme sexuel à la fois masculin et féminin. Dracula a bien la beauté du diable. Oh, Mina, buvez et rejoignez-moi dans la vie éternelle. Non, oh, je ne le permettrai pas. Pitié, je n'attends que ça. Faites-moi Mina, vous serez comme moi condamnée à errer dans les ombres de l'enfer pour toute l'éternité. Je vous aime trop pour vous donner. Alors, emmenez-moi loin de ce monde de mort. C'est évident que le thème du vampire, c'est une allégorie de la sexualité, de la séduction. Partant de là, tout est possible. Donc il y a toutes les formes de sexualité dans Dracula. Il y a l'amour hétérosexuel, homosexuel. Il y a l'amour de groupe, Dracula qui vit avec ses 3 femmes vampires. C'est quand même pas anodin. Il y a vraiment plein de choses très très troublantes. Stoker semblait avoir une certaine forme de dualité tout de même entre l'image qu'il donnait, ce qu'il était vraiment. Oui. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. C'est difficile d'affirmer les choses, de dire que c'est comme ça, parce que d'aujourd'hui, personne ne peut être un témoin authentique. Mais je pense que son histoire avec Henry Irving était en fait une histoire d'amour qui n'avouait pas son nom et qui ne pouvait pas l'avouer de toute façon. Et je pense que c'est quelque chose de très profond en Stoker, qu'il a sans doute tenaillé toute sa vie et qui explique pourquoi il a eu cet attachement si profond à quelqu'un qui finalement ne lui témoignait pas la même affection, qui était un peu distant, qui n'allait pratiquement jamais dans le sens qu'il espérait à tous les niveaux. Par exemple, quand Henry Irving a vendu ses parts du Lyceum Theatre,
il l'a fait dans le dos de Stoker, alors que Stoker était quand même le centre, la cheville ouvrière du théâtre. La première personne à qui il aurait dû le dire, c'était lui. Il l'a pas fait. Pour Dracula, Stoker avait envie de faire Dracula au théâtre. Il est évident que Dracula, ça aurait dû être Henry Irving. Et quand on a fait... il y a eu une seule lecture de Dracula au Lyceum Théâtre, pour des raisons de droit, pour avoir le copyright. Certainement que dans l'idée de Stoker, c'était de montrer à Irving ce que pouvait être la pièce, et que Irving lui dise « je fais le rôle ». Or, Irving, la première chose qu'il a dite, c'est « épouvantable ». Il n'a plus jamais reparlé du livre, ni de la pièce. Donc c'est une frustration d'auteur aussi qu'il a vécue. Donc tout est en ambivalence dans la vie de Stoker. Très souvent, on croit que Dracula a été le premier roman sur le thème du vampire, alors qu'en fait, ça faisait près d'un siècle que le vampire existait en littérature, puisqu'il est entré en 1819 avec la novella de Polidori, le vampire, et ensuite, il y a eu un certain nombre de nouvelles, plus de nouvelles d'ailleurs que de romans. Et on peut penser d'ailleurs que Bram Stoker a lu aussi bien Varney, qui était un roman fleuve publié anonymement, que Carmilla de Le Fanu, que La Morte amoureuse de Gautier. Il a dû vraisemblablement lire tous ces classiques et ça a conforté évidemment sa décision d'écrire lui-même une histoire de vampire. Seulement, ce qui le différencie de ses prédécesseurs, c'est qu'il tenait à une certaine forme d'authenticité par rapport aux légendes d'Europe de l'Est à propos du vampire. Parce que aussi bien Carmilla que le vampire de Polidori reposaient sur une vision très, très fantaisiste du vampire. Donc lui a fait des recherches. Lui a fait des recherches. Alors il travaillait beaucoup au théâtre, mais il avait quand même le temps de passer des heures à la British Library pour se documenter sur les pays d'Europe de l'Est, sur leurs croyances. Il a lu un certain nombre d'ouvrages sur toute cette thématique. Et c'est d'ailleurs tout à fait par hasard qu'il a rencontré le nom de Dracula dans un de ses ouvrages. Et le nom lui a plu. 25 mai, Budapest. Et quitter Budapest à l'aube ce matin. Il me sembla que nous quittions l'ouest et pénétrions dans l'est. Le district où je dois me rendre est à l'extrême est du territoire, juste à la frontière de 3 États, la Transylvanie, la Moldavie et la Bucovine, au milieu de la chaîne des Carpates, un des fragments les plus sauvages et les plus inconnus de l'Europe. Mon ami, bienvenue dans les Carpates. Je suis impatient de vous connaître. Au col des Borgo, ma voiture vous attendra afin de vous mener jusqu'à moi. Je souhaite que votre voyage depuis Londres se soit déroulé dans la joie et que vous vous félicitiez de votre séjour dans mon beau pays. Votre ami, D. Je remarque quand même il y a une ressemblance physique extraordinaire entre le portrait de Dracula, enfin du Dracula historique de Vlad Tepes tel qu'on le voit dans l'iconographie, et puis la description qu'en donne Stoker, un personnage au nez aquilin, aux sourcils en broussailles, avec une longue moustache. Ben ça c'est tout à fait Vlad Tepes. Alors donc les spécialistes eux-mêmes sont pas tout à fait d'accord sur ça. On pense aussi que c'est la rencontre avec Arminius Vambéry, un professeur de philosophie de Budapest, qui aurait permis à Stoker de connaître un peu mieux la vie du personnage. En tout cas, dans le roman, il est clair que Dracula dit à un moment donné à Harker, moi qui ai commandé des armées, moi qui ai vaincu, et on pense évidemment à Vlad Tepes qui était un chef de guerre. Qui était un chef de guerre, mais qui n'a jamais été considéré comme un vampire. Non. On lui a reproché beaucoup de choses, mais on lui a pas reproché d'avoir bu du sang. Il a empalé à tour de bras. Oh là là, oui, il torturait, il empalait, il ébouillantait, il dépeçait ses ennemis, mais à aucun moment on a pu dire qu'il ait bu du sang humain.
Donc, ce qui veut dire que la personne qui a transformé Dracula, le nom de Dracula en tout cas, en vampire, c'est bien Bram Stoker. C'est bien Bram Stoker. Et d'ailleurs, ça déplaît souverainement aux Roumains. Hein. Quand vous parlez à un Roumain de Dracula, cette confusion entre le personnage de fiction et le personnage historique l'horripilera automatiquement. Hein, parce que pour les Roumains, Vlad Tepes est un héros national. Parce que Vlad Tepes a défendu ce qui correspond aujourd'hui au territoire de Roumanie. Il a défendu son pays face aux Ottomans. Ah oui, il est considéré véritablement comme le libérateur de la Roumanie, hein, à telle enseigne que Ceausescu lui-même avait beaucoup d'admiration pour lui. Et il avait fait ériger des statues qu'on trouve toujours à Bucarest, dans un certain nombre de villes de Roumanie. Vous voyez des statues de Vlad Tepes, hein, qui était considéré donc comme un héros national. Contrairement à certaines croyances, le vampire, comme toute autre créature de la nuit, peut se déplacer durant le jour, bien que ce ne soit pas là sa nature et que ses pouvoirs en soient affaiblis. Donc Bram Stoker fait le lien entre Dracula et les vampires. Il s'inscrit dans un contexte où le vampire est plutôt à la mode en Angleterre. Le vampire aussi est une figure qui appartient à la littérature gothique ou pas ? Parce que est-ce que Dracula est une œuvre de littérature gothique ? Alors on pourrait dire que c'est un roman néo-gothique et postmoderne. Mais ce qui est gothique, c'est le prologue du roman, hein, où on retrouve les châteaux isolés dans une région montagneuse, comme dans les romans d'Anne Radcliffe, hein, où on trouve un villain hero, hein, ce personnage qui est à la fois séduisant et terrifiant, qui vit en ermite dans un château et qui incarne le mal absolu. Hein. Là, il y a toute une galerie de personnages de genre dans le roman gothique anglais. Donc, Bram Stoker s'inscrit véritablement dans cette tradition-là. Mais quand l'action se déplace en Angleterre, à ce moment-là, la tonalité devient totalement différente puisqu'on est dans un monde qui est extrêmement moderne dans la mesure où, par exemple, le docteur Seward utilise un dictaphone pour consigner ses observations sur ses malades. Mina utilise la sténographie. Le docteur Seward lui-même est psychiatre, hein, ce qui est une science tout à fait nouvelle. La psychiatrie en est à ses balbutiements. Donc c'est à la fois un roman très moderne et postmoderne parce que l'écriture elle-même est tout à fait déroutante puisque une grande partie du roman est composée de documents, de télégrammes, de lettres, d'extraits de journaux intimes qui font que on a beaucoup de mal à suivre la trame de l'histoire. On est très déconcerté, le lecteur est très déconcerté. C'est pas du tout un récit linéaire comme on le pratiquait au XIXe siècle. Et il y a presque quelque chose du roman policier où chaque lettre apporte une information supplémentaire et permet de reconstruire le puzzle et de savoir qui est Dracula et ce qui va se passer. Oui, d'ailleurs, le mot vampire n'est prononcé que vers le milieu du roman, hein, donc on ne sait pas du tout qui est ce comte Dracula, on ne sait pas du tout quel est le rapport entre ce personnage et puis un certain nombre de faits qui nous sont rapportés et qui semblent ne pas le concerner. Hein. I am glad you found your way in here, for I am sure there is much that will interest you. These friends have been good friends to me, and for some years past, ever since I had the idea of going to London, have given me many, many hours of pleasure. Ils m'ont fait connaître votre beau, votre magnifique pays. Et connaître l'Angleterre, c'est l'aimer. Je voudrais tant me promener parmi la foule, dans les rues de Londres, cette grande ville imposante, me perdre dans la cohue de ces hommes et de ces femmes, partager l'existence de ce peuple et tout ce par quoi il passe, et jusqu'à la mort même.
Jean Marigny, on peut aussi avoir une lecture beaucoup plus politique de l'œuvre de Bram Stoker, de Dracula. Dracula, c'est l'étranger, l'autre, l'envahisseur, celui qui s'en prend aux jeunes femmes pures de l'Empire britannique. Est-ce que, selon vous, Bram Stoker était conscient de cette figure d'envahisseur de Dracula ? Je ne sais pas s'il en était vraiment conscient. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a ensuite instrumentalisé. Hein. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, par exemple, des universitaires américains ont vu dans Bram Stoker une sorte de prophète qui avait prévu ce qui se passerait, c'est-à-dire un antagonisme entre l'Ouest et l'Est, c'est-à-dire d'une part les sociétés occidentales industrialisées, et puis de l'autre côté la barbarie symbolisée par le communisme venu des pays de l'Est. Hein. C'est ainsi que les Américains voyaient la chose. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un message politique véritable de la part de Bram Stoker. Hein. Je crois qu'il était inconscient, il suivait un petit peu. Ce qui est intéressant dans Dracula, c'est que il y a une phrase, moi, qui m'a toujours frappé, c'est que Van Helsing dit Dracula est venu pour envahir l'Angleterre. Comment un individu pourrait à lui seul envahir un pays, hein? Et en fait, c'est l'idée que Dracula représente tous ces pays d'Europe centrale qui ne sont pas encore développés industriellement et qui, un jour ou l'autre, viendraient menacer l'ordre établi dans la superpuissance qu'est le Royaume-Uni. Hein. Ça va. J'ai compris. Je ne connaîtrai jamais l'Angleterre. Dracula, qui vient lui-même des confins de l'Europe de l'Est, débarque en Angleterre par la côte Est et arrive à Londres, du côté aussi Est de Londres, et petit à petit va se déployer dans la capitale en grignotant à chaque fois un petit peu plus de terrain vers l'Ouest. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un symbole, une métaphore aussi intéressante à explorer ? Si, tout à fait. De toute façon, il faut bien voir que lorsque les immigrants arrivent à Londres, la Grande-Bretagne, c'est une terre d'émigration au XIXe siècle, c'est certain, mais il y a aussi des mouvements d'immigration, et en particulier des populations venues d'Europe centrale, d'Europe orientale, et beaucoup de juifs. Il y a une population juive qui, après 1880, bon ça c'est pas très original, c'est 1880-80, c'est le début des pogroms en Russie, et donc les juifs d'Europe, du territoire de l'Empire russe, donc fuient ces persécutions. Et ils arrivent à Londres, et lorsqu'ils arrivent à Londres, alors bon pas seulement les juifs, mais d'autres personnes aussi venues d'Europe centrale et d'Europe de l'Est arrivent à Londres, et c'est à Whitechapel qu'ils arrivent. D'ailleurs, on disait que Whitechapel était une petite Jérusalem. C'était un quartier dans lequel la proportion de juifs était importante. D'ailleurs, c'est aussi par Whitechapel qu'arrivent les bateaux dont on craint qu'ils puissent transporter des maladies contagieuses. Les épidémies de choléra, qui sont une réalité à Londres, juste à l'extrême fin du 19e siècle, la dernière épidémie, c'est 1896, je crois. Les épidémies de choléra donc, sont apportées par ces bateaux venus d'Europe orientale qui passent par la mer Noire, la Méditerranée, Dracula, quoi, et qui ensuite arrivent par Whitechapel. Et justement, Dracula symbolise l'altérité absolue, l'étranger, la contamination. Oui, il peut y avoir ça. Le choléra, c'est vraiment une menace récurrente. Donc, on connaît très bien les routes de propagation du choléra. Et je crois que c'est là qu'il faut chercher la métaphore, la similitude, l'analogie la plus pertinente. Et cette figure de l'envahisseur est en tout cas un thème qui sera beaucoup plus développé après la publication de Dracula dans toute la descendance littéraire et cinématographique qu'il y aura autour de Dracula. Je pense que c'est le cinéma qui a appuyé sur cette vision du vampire en tant qu'étranger qui menace l'ordre établi, qui vient voler le travail des braves citoyens, etc. Il ne faut pas oublier que le premier film sur Dracula, le premier film parlant sur Dracula, est sorti en 1930. C'est le Dracula de Todd Browning avec Bela Lugosi. Et c'est un film qui est sorti un an après la chute des cours de Wall Street. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que le public américain, lorsqu'il voyait Bela Lugosi et qu'il entendait son accent hongrois très très prononcé, avait aussitôt une réaction de haine. C'était l'ennemi, c'était l'étranger détesté qui venait voler le travail des braves Américains.
À tel point que vous racontez dans un de vos ouvrages, Jean Marigny, que les GIs américains, lorsqu'ils sont partis en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, sont partis avec Dracula dans leur poche. Oui, on a fait une édition spéciale de Dracula en livre de poche pour les armées, pour justement susciter chez eux une ardeur guerrière contre les barbares qui menaçaient la Pax Americana. Et lorsque l'on regarde ces films, lorsque l'on lit ces livres, on s'éloigne énormément tout de même du Dracula de Bram Stoker. Donc Dracula s'est transformé au fil des années et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a gagné? Il ressemble à quoi? Le personnage s'est rajeuni au fil des ans. Il est devenu de moins en moins antipathique d'ailleurs. Il y a certains films où Dracula est plutôt bon enfant. Il est même devenu l'ami des enfants. Ah oui, mais ça c'est absolument extraordinaire. Lorsque, dans les années 70, lorsque la censure s'est assouplie aux États-Unis sur les publications destinées à la petite enfance et à la jeunesse d'une façon générale, on a vu paraître énormément d'ouvrages qui utilisaient Dracula à des fins didactiques. On apprenait à lire, à compter avec Dracula. Et puis ensuite, il y a eu des séries où on retraçait l'histoire de Dracula enfant, qui allait à l'école, qui était devenu un enfant presque comme les autres. Donc on le retrouve au cinéma, on le retrouve évidemment dans la littérature, dans les BD. En fait, le cinéma, si on la retrouve au cinéma, c'est grâce au théâtre. Je pense qu'il n'aurait peut-être pas eu ce retentissement s'il n'y avait pas eu le passage par le théâtre. Parce que ce qui est amusant de savoir, c'est que quand Stoker travaillait au Lyceum, il y avait un apprenti comédien qui s'appelait Hamilton Dean, qui était en admiration devant lui et qui avait complètement craqué sur le roman. Et il a eu en tête pendant des années de l'adapter lui-même pour le théâtre. Il n'osait pas en parler à Stoker. Et quand Stoker est mort, il s'est quand même décidé, il a demandé à rencontrer sa veuve, Florence, et il lui a demandé l'autorisation d'adapter Dracula au théâtre. Alors, Florence était un peu réticente parce qu'il y avait eu l'antécédent de Murnau qui avait adapté Dracula en Nosferatu sans demander les droits, ce qui explique que ça s'appelle pas Dracula mais Nosferatu. Et elle a été tellement convaincue par la fougue d'Hamilton Dean qu'elle lui a donné l'autorisation. Donc, le spectacle s'est monté à Londres. Et puis, il a eu l'occasion de l'adapter pour les États-Unis. Et ça a été un succès phénoménal, puisque justement, dans le rôle de Dracula, il y avait un jeune comédien hongrois qui s'appelait Bela Lugosi. Et c'est comme ça que, après, quand le film a été mis en chantier, toute l'équipe du théâtre s'est retrouvée à l'écran. Et c'est ce qui a été le coup d'envoi de la phénoménale carrière de Dracula, à la fois aux États-Unis et puis petit à petit dans le monde entier. Il faut que je parte. Je ne dois pas rester ici. Peu importe le temps, la neige et l'orage dehors. Il faut que je quitte cet endroit maudit. Bram Stoker dans l'ombre de Dracula, un documentaire de Céline Duchesnay et de Marie-Ange Garando, avec Philippe Chassaigne, Noël Dobbs, Jean Marigny, Alain Poggioli et Dike Stoker. Lecture de William Fahey, traduction de Matthew Gaetzi et de William Fahey. Mixage Alain Joubert.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Réécoute, podcast, commentaires sur franceculture.fr. Demain à 17h dans Une vie, une œuvre, second tête-à-tête dans les ténèbres avec Marie Shelley, la mère de Frankenstein. Mais pour l'heure, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction.